Bonjour, je suis Sylvie Verchères, mythologue, autrice, conférencière et praticienne en psychosynthèse. Alors, on me demande souvent quand je fais mes conférences, mes ateliers, mes formations, qu'est-ce que c'est que la psychosynthèse? Donc, j'ai fait cette petite capsule pour essayer de vous expliquer le plus rapidement possible. Alors, la psychosynthèse est issue de deux grands courants majeurs. Le premier, c'est le courant européen avec Freud pour la psychanalyse et Jung pour la psychologie analytique, c'est-à-dire que là, on est dans les profondeurs de la psyché, de l'âme humaine. Et Assagioli a rencontré Freud et Jung, il a travaillé avec eux et il s'est largement inspiré de ces travaux pour mettre en place la psychosynthèse. Il s'est aussi inspiré d'un autre courant issu des travaux de Maslow avec sa célèbre pyramide et aussi de Carl Rogers, le grand Carl Rogers, et puis aussi par exemple des travaux de De Zoil avec le rêve éveillé. Donc voilà, il est issu de ces deux grands courants, il a mis en place la psychosynthèse et c'est ce qu'on a appelé ultérieurement la psychologie transpersonnelle. Alors, sans rentrer dans le détail de la vie d'Assagioli, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, nous devons quand même savoir qu'il était italien, qu'il est né à Venise, qu'il a beaucoup travaillé à Florence. D'ailleurs, le centre de psychosynthèse à Florence se trouve toujours à Florence. Vous envoyez une petite photo. Donc, il était psychiatre et l'Institut français de psychosynthèse de Paris a été ouvert à sa demande dans les années 70 à peu près. Donc il a écrit différents ouvrages sur la psychosynthèse qui ne sont pas faciles à trouver parce que la psychosynthèse n'est pas du tout connue en France. C'est pour ça qu'on me demande toujours qu'est-ce que c'est que la psychosynthèse. Par contre, c'est un peu différent en Italie ou en Angleterre où c'est beaucoup plus utilisé. Alors, une des approches les plus intéressantes de la psychosynthèse, parce que je ne vais pas vous détailler toute la psychosynthèse, hein, je dépasserai largement la notion de capsule. Donc, j'ai fait deux choix qui me semblent importants. Et le premier, c'est la notion de l'œuf. Donc, c'est un dessin qu'a réalisé Assagioli pour tenter de représenter la psyché humaine. Donc, nous allons essayer de le comprendre. Vous avez au centre le petit rond noir qui représente le je pense donc je suis. Et dans cette partie médiane de l'œuf, vous avez l'inconscient dit moyen. C'est cette partie de l'inconscient dans lesquelles on va mettre des choses que l'on peut rappeler à volonté. Par exemple, quand vous conduisez une voiture au début, c'est très compliqué. Vous faites consciemment attention à régler votre rétroviseur, passer les vitesses, freiner, etc. Et puis avec l'habitude, ça va devenir automatique. Et c'est à ce moment-là que ça passe dans cette partie de l'inconscient. Vous conduisez sans vous en rendre compte, mais vous pouvez à tout moment rappeler ces idées, ces connaissances de manière à les refaire en conscience. C'est l'inconscient moyen. En bas, vous avez l'inconscient inférieur que l'on peut comparer un peu à l'inconscient selon Freud ou à l'ombre selon Jung. C'est la partie terre, c'est la partie terrienne. C'est la partie dans laquelle il y a tous nos instincts de survie, l'instinct de boire, l'instinct de manger, l'instinct de se reproduire. Donc ça, c'est très positif parce que ça permet la vie. Mais c'est aussi dans cette partie que nous allons jeter, c'est-à-dire refouler tout ce que nous ne voulons pas reconnaître de nous. Nous allons être dans le déni, mais aussi tout ce qui va être insupportable pour la psyché humaine, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du trauma va être refoulé dans cette partie-là. C'est-à-dire que c'est exactement comme un compost. Un compost, vous devez de temps en temps aller l'aérer en le remuant avec une fourche et vous allez aussi de temps en temps verser de l'eau dedans de manière à ce qu'il se transforme dans le meilleur des terreaux, ce terreau dans lequel on pourra mettre des petites graines de fleurs, de légumes et pourquoi pas d'arbres. Et sur le plan symbolique, aller avec une fourche pour mettre un peu d'air dans le terreau, c'est y mettre du logos, lui mettre de la pensée, de l'analyse, de la réflexion, et y mettre de l'eau, s'y rajouter aussi des sentiments et de l'amour. C'est à cette seule condition que votre compost pourra se transformer en terreau, parce que si vous ne vous en occupez pas et que vous mettez une chape de béton dessus, ça va fermenter et ça va exploser. Vous ne
ne savez pas quand et vous ne savez absolument pas comment. C'est ici que peuvent avoir lieu des dépressions ou des burn-out. Ça, c'est la partie inférieure. La partie supérieure, elle est plutôt de l'ordre du ciel. Ici, nous n'avons pas les instincts, mais nous avons plutôt les intuitions, les créations possibles qui vont nous accompagner durant la vie. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt positif, puisqu'on va avoir toutes les imaginations, toutes les créations artistiques, mais aussi toutes les petites créations du quotidien. Par contre, si nous sommes exclusivement dans cette partie et que nous ne sommes pas reliés à la Terre, nous allons être complètement déconnectés du réel. Nous n'aurons pas les pieds sur Terre. C'est dans cet endroit-là que se trouvent les psychés de ce qu'on appelle des fous de Dieu, qui ont des fantasmes complètement délirants. Donc on voit ici tout cet ensemble qui compose l'inconscient personnel, et c'est assez intéressant parce que si on part de cette image symbolique de la terre et du ciel, on va pouvoir positionner un arbre dessus, le tronc représentant la partie centrale qui va relier les racines et les branches, et donc la sève va pouvoir circuler, et de cette manière, ça fonctionnera beaucoup mieux. C'est en quelque sorte, ou même sans hésitation, la symbolique de l'arbre de vie que l'on retrouve dans toutes les cultures du monde entier. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez que les, ce sont des pointillés qui séparent les différentes parties. Ça veut dire que c'est pas hermétique, hein. C'est pas des endroits clos qui ne communiquent pas, hein. Tout ça, ça circule, ça se mélange un petit peu. Et donc, dans la partie complètement extérieure se trouve l'inconscient collectif où Jung a mis les fameux archétypes. Cet inconscient collectif est composé de l'inconscient familial. Donc on sait aujourd'hui l'importance de cette lignée familiale sur nos états intérieurs. On le sait d'autant plus que depuis l'épigénétique, nous savons que les stress, les traumas, les émotions vécues par nos ancêtres peuvent s'inscrire dans nos cellules et nous être transmis. Nous allons aussi avoir une couche au-delà, c'est-à-dire les inconscients des peuples, du peuple dans lequel nous sommes nés et de sa culture, mais aussi, au-delà encore, l'inconscient de toute l'humanité depuis la nuit des temps. À ce niveau-là, nous sommes absolument tous reliés. Alors, autre notion qui me semble très importante de vous expliquer par rapport à la psychosynthèse, c'est la notion de subpersonnalité. Vous avez remarqué que vous n'êtes pas toujours la même personne. C'est-à-dire vous n'êtes pas la même personne avec votre compagne, avec votre compagnon, avec vos amis, avec vos enfants, sur votre travail, avec vos collègues, etc. Et toutes ces parties-là, ce sont comme des figures différentes qui font partie de votre psyché et qui sont plus ou moins autonomes. Et Assagioli les a appelées les subpersonnalités. Donc on va avoir des centaines de subpersonnalités. Par moment, vous allez pouvoir identifier que bah tiens là c'est la maman qui, qui agit en moi, ou là c'est la petite fille, ou là c'est celle qui a peur, ou là c'est celle qui est courageuse, etc. Donc à la base, tous ces personnages vont interagir à travers nous sans qu'on soit conscient. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire des choses, on ne sait pas trop pourquoi, et on va pas trop savoir comment réagir. Donc le but du jeu, c'est de devenir conscient de ces subpersonnalités, de se centrer, de se positionner un petit peu comme un chef d'orchestre et d'avoir conscience quand c'est telle ou telle subpersonnalité qui va agir, quitte à pouvoir aller chercher celle qui va nous être utile au bon moment. On peut dialoguer avec ces personnages, en fait on peut dealer avec elles. On retrouve ici les notions qu'on avait chez Jung, hein, qu'il n'a pas appelé des subpersonnalités. Lui, il a donné des noms beaucoup plus précis qui sont reliés directement à des archétypes. Donc on a la persona, qui est le masque que l'on porte en société et particulièrement au travail. On va avoir l'ombre qui correspond donc à l'inconscient inférieur. Et puis on va avoir aussi l'anima et l'animus.
Alors, synthèse, psychosynthèse, hein, cette notion de synthèse nécessaire à la psyché, on le retrouve déjà dans les écrits de Freud. On le retrouve aussi assez souvent dans les travaux de Jung, mais qui a été préféré par la notion d'individuation, c'est-à-dire le travail en commun que peuvent faire tous les éléments de la psyché, œuvrer ensemble, être en communication et tenter de trouver une harmonie globale, hein. Jung a appelé ça le soi, entre autres choses, hein. Et du coup, Assagioli a gardé ce terme, cette notion de synthèse et de besoin de la psyché de travailler en synthèse, c'est-à-dire en harmonie totale avec toutes les parties dont nous avons vu le détail à partir de l'œuf, par exemple. Et on peut le symboliser aussi par cet exercice de psychosynthèse qui permet de représenter sur un axe horizontal un élément et puis à l'opposé exactement son contraire, ou si jamais on développe qu'une partie, on va rentrer dans l'unitéralité, et l'on sait depuis Jung que c'est assez préjudiciable. Si les deux parties sont aussi fortes l'une que l'autre sur un axe horizontal, on va rentrer en conflit continuel, donc les conflits entre les différentes parties de la psyché, et donc une troisième partie, un troisième élément qui viendrait faire une espèce d'harmonisation entre les deux, trouver un équilibre, ou en tout cas à partir du 2 créer le 3 qui permet la mise en marche et la création 1, 2, 3, partez. Voilà, c'est toujours dans cet esprit de capsule que j'ai essayé de vous présenter rapidement la psychosynthèse. J'aurais pu aussi développer la notion d'énergie volitive et non pas de volonté qui est centrale dans la pensée d'Assagioli. Ce sera peut-être pour une autre fois ou alors à travers des conférences, des ateliers, des livres, je ne sais pas, plein d'autres choses. En tout cas, à creuser. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.